Bonjour à toutes et à tous. Le webinaire Le Café du génie industriel est organisé de la façon suivante. D'abord, un petit film de présentation d'une mission de l'école. Puis, vous allez voir une séquence d'enseignement. Ensuite, une question industrielle que nous partageons avec nos partenaires. Une séquence de recherche. Et enfin, ça se termine avec la présentation d'une association étudiante. Voilà, ça sera toujours ce même format pour l'ensemble des épisodes de ce webinaire. Appréciez. Aujourd'hui, le contexte industriel est totalement international. Les entreprises, ils ne sont pas uniquement dans le pays où ils se trouvent. Donc, la fabrication peut être dans un autre pays, les fournisseurs sont partout ailleurs, les collaborateurs peuvent être ailleurs aussi. Donc, il y a un contexte totalement international. Et c'est pour cela que l'école se doit de préparer ses étudiants, de travailler dans ce contexte international. L'école a développé un réseau très étendu des partenaires internationaux depuis de nombreuses années, que ce soit pour des mobilités académiques classiques ou également pour des doubles diplômes, donc des échanges plus longs. Donc ces mobilités concernent essentiellement l'Europe, mais également Amérique du Nord, Amérique du Sud, voire l'Asie. 100% de nos élèves ingénieurs ont une mobilité à l'étranger, soit dans le cadre de leurs études ou bien dans le cadre d'un stage dans une entreprise à l'étranger. L'interculturalité se vit également au sein de l'école grâce à des élèves internationaux que nous accueillons au sein de l'école. Ceci représente environ 30% des élèves. Ils nous apportent leur culture, leur vision du monde qui permet à nos étudiants de peut-être aussi voir le monde autrement. L'école participe également à l'Université européenne Unite avec 6 autres partenaires. Dans le cadre de ce projet, l'objectif est de créer une grande campus européenne pour la formation, pour la recherche et également pour l'innovation. L'un des axes au sein de cette université est l'industrie du futur qui intéresse tout particulièrement notre école. L'école participe à d'autres réseaux, notamment EIT Manufacturing, dans lequel sont engagées également des entreprises. En somme, nos étudiants bénéficient de 80 accords d'échange, 16 accords de double diplôme à travers 70 pays. Aujourd'hui, les savoirs, les entreprises et les partenaires de supply chain sont dans le monde entier. C'est pour cela que l'école de génie industriel est résolument internationale, ouverte aux échanges et à la multiculturalité. Bonjour Laurent. Bonjour Thomas. Donc, tu es responsable des études de terrain. Qu'est-ce que tu as observé qui a pu te surprendre dans, par exemple, l'attitude des élèves dans ces études de terrain, comment ils saisissent du sujet, des consignes qui leur sont proposées? Le premier rapport d'étonnement des élèves, il est assez dépendant de l'entreprise dans laquelle ils vont, puisqu'il y a plein de types d'entreprises, de tailles différentes, de cultures différentes. Donc, suivant où ils sont, dans un grand groupe ou dans une toute petite entreprise, ça peut être un peu différent. Mais je crois que la chose qui reste le plus, c'est probablement le fait que c'est la première fois qu'ils ont vraiment un rôle d'acteur en tant qu'ingénieur. Ils ont pu faire des stages avant d'observation ou d'exécutants. Et là, l'entreprise a un vrai problème et l'entreprise a besoin d'eux. Et donc, c'est la première fois qu'ils sont dans un environnement, ils vont vraiment faire quelque chose pour aider une entreprise. Et en général, ils aiment beaucoup.
L'entreprise aime bien et les élèves aussi. Alors tu dis un vrai problème, mais est-ce que le problème est-il toujours bien expliqué, bien présenté par l'entreprise, compréhensible tout de suite par les élèves ? Alors oui, c'est un point important. C'est comme tout projet, la première phase, c'est justement une bonne définition de la mission. Alors c'est pas toujours parfaitement bien fait, mais on y attache pas mal d'importance parce que si on laisse les élèves partir trop longtemps et qu'on se rend compte que c'est pas clair, tout le monde est un peu dans l'embarras à la fin. Donc heureusement, ça n'arrive presque jamais parce les élèves utilisent aussi des outils de gestion de projet qu'ils apprennent à l'école. Donc ils savent que la première étape, c'est la définition. Hein, en termes Six Sigma, c'est le DMAIC où on définit vraiment la mission et on s'attache à ça pour que justement à la fin, comme c'est une durée qui est relativement courte et intense, il faut qu'ils arrivent à un livrable qui soit faisable, où ils puissent démontrer l'intérêt, l'aspect pratique et concret de leur réalisation. S'agit-il toujours d'entreprises ? Est-ce qu'il y a je ne sais pas moi, d'autres organisations ? Ça peut être du service, ça peut être beaucoup de choses différentes. Ce qui fait d'ailleurs un des charmes de cette opération. Ça peut être, comme j'ai dit, un grand groupe, comme je sais pas, ST, Caterpillar ou Schneider, mais ça peut être des plus petites entreprises, voire des toutes petites entreprises. L'année dernière, on a démarré dans une toute petite entreprise qui fabrique des bâtons de randonnée haut de gamme, par exemple, où ils sont très peu nombreux. Donc forcément, l'environnement est différent, mais la mission est toujours intéressante. Comment les étudiants sont-ils accompagnés par l'équipe enseignante dans ces projets ? Alors, l'organisation de l'étude de terrain se passe autour de 14 journées. Pour des élèves, en général, il y a un groupe de 4 élèves de deuxième année et ils vont passer 14 journées dans l'entreprise en ayant une journée par semaine au début et à peu près au bout du deuxième tiers, il y a une semaine qui est bloquée pour réaliser justement, parce qu'on veut qu'il y ait une réalisation concrète à la fin. Et chaque groupe d'élèves est accompagné d'un enseignant de l'école, on va dire à dominante technique, et un autre à dominante plus sociale ou ressources humaines, ce qui est vraiment aussi très très important parce qu'on se rend compte que dans tout projet, ce n'est pas vraiment une surprise, il y a évidemment une composante technique qui est très importante, qui est intéressante pour les élèves parce que c'est de leur formation. Mais à côté de ça, il y a évidemment le domaine de l'accompagnement. Je prends l'exemple de la gestion du changement. Dans tout projet, il faut s'occuper aussi de l'aspect humain, où ça peut être un problème aussi un peu plus de rentabilité, un peu plus d'économie. Et donc, il faut qu'ils aient justement cette vision à plusieurs facettes de la problématique pour bien réussir. Bien s'assurer de la pertinence de leur réalisation et des conditions, tout à fait. Des conditions de sa mise en œuvre. Ok, dans les grandes phases, justement les phases de réalisation, parfois c'est quand même difficile dans les 14 jours d'arriver à une réalisation concrète. Est-ce qu'il y a, du coup, les élèves font un effort important dans la formulation de leurs recommandations ? Généralement, la semaine de mise en place des propositions est une semaine importante qui est assez chargée. Il faut à la fois que l'entreprise se prépare à cela, en libérant parfois des ressources un petit peu pour aider les élèves. Puis il faut que les élèves soient prêts parce que l'entreprise, elle fonctionne, elle tourne, elle n'attend pas que les élèves arrivent pour tout arrêter. Donc il faut bien synchroniser tout ça. Il y a un gros effort à faire probablement à ce moment-là. Mais en général, comme l'entreprise a une problématique, elle est motivée, elle est intéressée. Puis à la fin, c'est aussi une des grosses sources de satisfaction. C'est qu'en général, à la fois l'entreprise et les élèves sont contents de voir que finalement leur solution fonctionne et que ça donne satisfaction à l'entreprise. Certains élèves prolongent. Alors ça arrive assez fréquemment, avec des missions, exactement, en stage. Effectivement, ça peut être des projets de fin d'études, comme ce sont des élèves de deuxième année, ou parfois, suivant quand ça se passe, ça peut être l'été. On leur propose des choses pour qu'ils continuent quand la mission n'a pas pu être tout à fait terminée ou quand il y a des ramifications qui étaient un peu inattendues et que l'entreprise souhaite mettre en place. Quels sont les bénéfices, les contraintes pour une entreprise pour proposer ce type de mission? Comment elle doit s'y prendre? J'ai presque envie de dire, en tant qu'ancien industriel, qu'il n'y a pas beaucoup d'inconvénients, il n'y a quasiment que des bénéfices, parce que l'entreprise, quand elle a face à une problématique, elle va avoir des élèves brillants, curieux, volontaires, motivés, qui vont venir passer 14 journées au sein de l'entreprise. C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe avec ses élèves. L'entreprise, il faut évidemment un tuteur dans l'entreprise ou un groupe de personnes qui aident les élèves. Donc voilà, il faut vraiment qu'il y ait ce couple élève-entreprise, même ce trio avec les professeurs. Et l'entreprise, finalement, à partir du moment où elle a une problématique qui est clairement définie, on l'a dit dès le début, qui est avec des livrables qui sont réalistes dans une durée de temps qui colle avec les 14 journées, il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de contraintes de coût, si ce n'est éventuellement les frais de transport des élèves, mais qui sont en général très très limités. Et c'est vrai que pour les élèves, c'est une expérience qui est très très importante. Souvent d'ailleurs, à cette occasion, ils découvrent
la complexité de l'organisation de l'entreprise, ils découvrent aussi les difficultés de conduire un projet, la diversité des points de vue aussi au sein de l'entreprise sur une question. Entre voilà, les services techniques, les équipes opérationnelles, le management, mais aussi les opérateurs. Donc cette diversité, évidemment, leur apprend énormément, que la formule, c'est bien autre chose qu'un exercice de maths, un exercice de physique ou un exercice de calcul, quoi. Oui, Thomas, tu as raison. Comme je disais, je crois que c'était mon premier point, c'est la première fois qu'ils sont confrontés à une situation réelle dans l'entreprise où ils ont un rôle pas simplement passif, ou d'exécutants où ils font ce qu'on leur dit de faire, mais ils doivent proposer des solutions, analyser, définir, mettre en place, contrôler. Et donc pour eux, c'est vraiment c'est la vraie vie, quoi. Et ils se rendent compte du pouvoir qu'ils peuvent avoir et finalement aussi de l'intérêt de ce qu'ils ont pu apprendre à l'école, parce que souvent ils vont mettre en œuvre des outils ou des pratiques qu'ils ont apprises à l'école. Et pour eux, vraiment, c'est le premier pied. Moi, en tant qu'ancien industriel, je trouve ça fantastique. Ils ont une chance extraordinaire d'avoir cette possibilité de tester en vrai ce qu'ils ont appris pendant leur cursus scolaire, ce qui est assez rare, je crois. Merci beaucoup. Merci Thomas. Cette explication de cette initiative pédagogique de l'école, donc l'étude de terrain. Très bien, merci beaucoup. Engineering becomes much more holistic and companies have to face economic, societal and environmental challenges. In this context, people, technology and their interrelations are the core body of the new industrial processes. The teaching factory-oriented activities are a way to address this new complexity. The activities gather universities and companies in order to deploy an active and efficient training on implementing innovation in manufacturing systems. The objective of this close collaboration between professionals, professors, and students is double. First, solve industrial problems, and secondly, increase students' competencies. The Field Study Pedagogy project, implemented in Grenoble INP Institute of Engineering and Management, gives the opportunity to master degree students to upskill in many fields such as digitalization, circular economy, and zero-defect manufacturing. Projects are designed around one mission, led by teachers and industrialists for students. This pedagogical approach enables students to integrate a professional working environment. Using academic knowledge in practical situations, they can increase their competencies and face professional challenges in a real industrial context. During 14 full days, groups of 4 students are welcomed in companies which give them a subject to work on. The students have the opportunity to work in a team on the field and develop non-technical skills such as teamwork and professional interactions. Professors prepare students before and debrief after, whereas industrialists are part of the training effectively. Teaching factory-oriented activities not only boost students' engagement, but each stakeholder benefits also from its pedagogical approach. Let's listen to participants. Hello, I'm Eve Hera. I'm 23. I'm studying in Grenoble Institute of Technology and Management. This year I'm in a gap year. And last year, I did the Field Study Pedagogy project in a company that offers modular and dismantleable building for sales and rental. Hello, my name is Céline and I'm 21 years old, currently in my second year of master degree, studying industrial engineering and management. And last year, I've been participating in the Field Study Pedagogy project with the company that offers a second-hand project. The company faces main challenges, economical and financial ones, due to first the less and less standardized demand from the customers. The second one is the evolution of product offers by suppliers, and the third one and the last is the evolution of safety standards.
The company was struggling with a huge amount of stock, and we aimed at offering a consistent, sustainable solution to optimize the flow both of people and projects so as to really suit the expectations of the company. We wanted to tackle the reduction of cost and non-quality by competition between suppliers. We worked on two main topics. The first one was the evaluation of supplier, corporate and self-supplier evaluations. The second one was to improve the supplier portfolio by finding new suppliers that can fit their standards and specifications, technological ones, financial ones, and also geographical ones. With my team, we decided to implement industrial tools to really optimize both the flow of people and products, and we decided to really offer functional documents and visual tools to the company to enable them to implement the solutions even after we left them. For me, the biggest benefit of this training was to evolve in an industrial area, and the exchange and collaboration between many different stakeholders with many different knowledge and with many different objectives. It also allows us to exchange our knowledge between our group of students, but also between the company's employees. I think it helps us to understand the constraints that a company can face nowadays, such as the resources lack, financial lack, but also knowledge lack. Finally, I would say that it allows us to think by ourselves, find innovative solutions to a problem, and solve it on our own with, of course, help of our tutors from the company, but also from the school. So I realized that this experience gave me the opportunity to work with a team with complementary skills. We were able to use all of those skills to solve a real industrial issue. We faced real deadlines and deliverables. It made me understand that I was legitimate to work and to use all of my knowledge from school, and that I will be able to use it in the future for my work. During the project, we were quite autonomous with the company, but we were always able to contact the teachers if we had questions or if we needed to. We have seen it. The teaching factory-oriented activities provide many advantages and benefits for the involved stakeholders. Students have the opportunity to learn in a new way and develop professional skills. They face industrial and real-life challenges and achieve operational solutions. They get a real work experience which is complementary to their practical training periods. Teachers are collaborating with professionals, they access to real industrial needs and practices. In addition, they can collect case studies and thesis topics. The industrial partners are provided with solutions to solve problems in relation to many topics. They develop partnership within university that allows them to benefit from cutting-edge knowledge and methodologies. Moreover, they can identify students with good potential. Teaching factory-oriented activities contribute to fill the gap between theory and practice and enable knowledge transfer. As a result, the close collaboration between university and industry enables to train students and professionals in new case skills. Universities and companies are not merely connected and exchanging information. They are working together in order to develop the right skills and competencies for now and the future of the industry. Ce nouveau monde que l'on va appeler 4.X dans cette discussion, on l'a vu arriver avec plein de nouvelles technologies dites 4.0, des technologies numériques
qui change beaucoup de choses, y compris dans les entreprises, y compris dans les travaux de production. D'autres appellent aussi une sous-partie 4.H, en insistant sur l'aspect il y a des humains au milieu de tout ça, une nouvelle organisation, mais aussi, et c'est ce qu'on va discuter, des nouvelles capacités qui sont attendues de ces humains dans ce monde-là. Et puis il y aurait presque aussi du 4.S. On va s'interroger là tous les deux sur l'ingénieur, quelle est sa posture, qu'est-ce qu'il lui faut comme compétence, c'est quoi la formation qui lui permettrait d'être vraiment performant dans ce nouveau monde. Le 4.S est une conséquence de ces objets techniques qui arrivent de plus en plus nombreux et qui, en tant qu'objet technique, tel un silex pour les anciens, vient changer la relation entre les hommes. On voit bien que suivant la nature de l'objet, l'interaction sociale, les conséquences sociales sont majeures. Et aujourd'hui, effectivement, avec cette technologie qui arrive de plus en plus importante, avec de plus en plus d'objets techniques, eh ben, on a une interaction sociale très forte. Ce qui fait qu'on doit avoir des ingénieurs qui intègrent pendant le processus de conception les conséquences socio-économiques, la santé, la liberté, la justice, mais aussi les conséquences axiologiques ou qu'on dit éducatives, c'est-à-dire les côtés éthiques. Et la difficulté de cet ingénieur dans ces sociétés, c'est qu'il est à la fois un acteur qui a cette capacité de créer l'objet technique, mais qui est aussi citoyen. Donc il se pose beaucoup de questions et le challenge, ce que permet d'ailleurs une formation comme celle de génie industriel, c'est d'intégrer une faculté aux sciences de la nature, à une bonne compréhension de la technologie, mais d'intégrer aussi ce qu'on appelle les humanités et les sciences sociales pour justement être capable de concevoir tout en étant en relation avec l'ensemble des acteurs socio-économiques et de la société. Voilà. Tu nous élargis la collaboration entre les gens des différents services, mais aussi entre l'entreprise et le monde extérieur, ouais. Entre les technologies et les gens. Au lieu du mot collaborer, j'utilise le mot coopérer. Pourquoi coopérer? C'est qu'on voit que, comme on l'a vu sur le silex tout à l'heure, est-ce que c'est l'homme qui invente le silex ou le silex qui invente l'homme? Non, c'est l'association des deux. C'est l'interaction de l'objet technique avec l'homme qui fait que la relation entre les hommes est modifiée, quoi. Et cette coopération, chez l'ingénieur, elle doit intégrer une coopération avec les acteurs socio-économiques, une coopération axiologique, c'est-à-dire qui prend en compte l'éthique, mais une coopération technique, c'est-à-dire le système, il est une coopération d'hommes et d'objets techniques pour réaliser le processus dans le cadre d'un produit donné. On revient aux sources. Un ingénieur est quand même là pour un progrès de la société. L'ingénieur, dans la construction, dans son besoin de normativité scientifique, intégrant une normativité socio-économique, ces critères objectifs doivent être nourris de normativité socio-économique et axiologique, c'est-à-dire éducative. Et en fait, il me semble qu'on ne résoudra pas le problème écologique uniquement avec des objets techniques, on résoudra le problème écologique par une écologie du faire-sens. Et donc l'ingénieur citoyen, c'est un ingénieur qui a intégré, qui est motivé par cette écologie du faire-sens. Voilà comment je le sens. Sa capacité, son aptitude à générer un fonctionnement aux interfaces, à faire une coopération, c'est ça qui va le caractériser. Et voilà. Au travers cette faculté à avoir un discours, c'est-à-dire un langage aux interfaces. Ce langage est aux interfaces nécessairement, puisqu'il n'a pas la même signification pour tous les acteurs. Voilà. Et c'est ça la difficulté. Je pense que cet ingénieur dont tu parlais au début, qui a été formé aux outils mathématiques, aux outils pour cheminer objectivement, logiquement dans la construction des systèmes, doit aussi intégrer que le langage est un outil des interfaces. Et c'est là qui va être attendu, et c'est une capacité nouvelle pour l'ingénieur. Et l'ingénieur GI, voilà, c'est un spécialiste de la gestion des interfaces.
m'appelle Frédéric Noël, je suis professeur à Grenoble INP Génie Industriel. Et je vais tenter de vous présenter ce que nous faisons avec la plateforme Visionnaire autour de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée dans le cadre de l'industrie 4.0. Cette plateforme est issue d'une infrastructure européenne que nous avons pilotée de l'année 2011 à l'année 2016, qui était constituée de 25 partenaires issus de 11 pays européens qui partageaient leurs facilités pour proposer à des utilisateurs externes de venir tester des processus de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Dans ce cadre, nous avons réalisé 121 projets, dont on voit une trentaine de vignettes sur le slide qui est à côté, qui nous ont permis d'acquérir une grande expérience dans ce domaine-là. Sur la plateforme grenobloise, nous avons comme premier objectif de mieux comprendre comment les techniques de réalité augmentée et de réalité virtuelle peuvent contribuer au progrès des sciences de la conception. Mais nous avons aussi des objectifs pédagogiques en tentant de former les étudiants à traduire des scénarios industriels innovants en une chaîne numérique centrée autour des technologies de XR. Enfin, nous souhaitons accompagner nos partenaires industriels dans la mise en œuvre de la XR dans des démarches d'industrie du futur. Nous faisons le constat d'une évolution très rapide des technologies de XR. Des applications sont maintenant accessibles dans de nombreux domaines et les technos sont de plus en plus matures. Nous pouvons dire que nous sommes passés de l'ère de la démonstration aux usages opérationnels en conditions professionnelles. Il existe pour autant encore de nombreux freins et de grands enjeux pour la recherche dans ce domaine-là, autour de l'amélioration des périphériques, mais aussi dans les aspects logiciels. On a besoin de simulations et de simulations excessivement réalistes et temps réel pour effectivement déployer la réalité augmentée ou la réalité virtuelle dans des processus professionnels. De la même façon, les dispositifs d'interaction sont très peu standardisés aujourd'hui et il reste un énorme frein quant à la création de contenu pour la réalité augmentée, la réalité virtuelle. Enfin, et la crise sanitaire que nous venons de subir en est une preuve éclatante, nous avons besoin de pouvoir utiliser ces dispositifs à distance en faisant des expériences de téléprésence à différentes échelles, sur différents sites, mais aussi avec des périphériques hétérogènes. Et puis, les hommes sont évidemment ce qu'ils sont. Il y a des freins cognitifs à l'acceptation de ces technologies dans des milieux professionnels et dans des activités auxquelles nous devons faire face. En bref, nous devons effectivement mieux comprendre le couplage entre les usages et la capacité de déploiement de ces technologies. Alors, sur la plateforme Visionnaire, on ne développe pas des périphériques, mais des briques de chaîne numérique. On développe des preuves de concept avec un besoin de maîtrise fine des moteurs de rendu pour tirer un maximum bénéfice de toutes ces technologies. On intègre des simulateurs variés, on développe des métaphores pour des expertises ou pour la collaboration, on teste des usages sur des périphériques hétérogènes, et en fait, on essaye d'apprendre par le développement et la qualification des usages. Ceci, pour nous, doit préfigurer ce que sera le bureau d'études de demain. Ce bureau sera nécessairement connecté au cycle de vie du produit, sera aussi essentiellement un bureau d'études collaboratif qui permette d'intégrer des expertises métiers et qui soit au final centré sur l'humain, c'est-à-dire centré sur les opérateurs de la conception, mais aussi centré sur les utilisateurs qui doivent exprimer leurs besoins directement, éventuellement, via ces périphériques. Le bureau d'études du futur doit être intégrateur des expertises métiers. Ça signifie intégrer la XR avec les capacités logicielles de modélisation et de simulation de vue experte, ce que nous faisons en essayant d'intégrer des solutions pour la conception assistée par ordinateur, pour l'analyse système, avec de la modélisation d'architecture produit, mais aussi pour tenir compte du lien avec des maquettes physiques.
Le bureau d'études doit être collaboratif. Ça signifie qu'il doit permettre une collaboration synchrone et asynchrone en présentiel ou en distanciel. Ceci, nous l'avons étudié en essayant de mettre en œuvre des revues de projets collaboratifs, mais aussi en proposant des espaces de collaboration autour de la conception de design industriel, en particulier dans le cadre du projet européen Spark. Le bureau d'études du futur doit être centré sur l'humain, ça veut dire qu'il doit prendre en compte le comportement humain, mais aussi faciliter l'expertise métier. Il doit aussi conforter la conception centrée utilisateur. Et donc on essaye de le construire avec des dispositifs qui permettent éventuellement la formation au poste de travail, qui permettent effectivement de faire du design industriel directement sur des maquettes physiques en projetant le résultat de la conception instantanément sur une maquette initialement non designée, ou d'interagir avec les utilisateurs. Ici, c'est le cas d'un chirurgien qui vient tester un outil en cours de développement pour voir la capacité de l'utilisateur à l'intégrer dans son processus. Enfin, le bureau d'études doit être connecté, c'est-à-dire qu'il doit permettre un lien entre le monde virtuel et le monde réel. Ceci, nous l'avons réalisé en particulier avec la société Cooper Standard France, qui nous a confié la conception d'un outil de pilotage d'ateliers de production par un jumeau numérique, et aussi des solutions de formation au poste de travail. Nous continuons à travailler sur ces jumeaux numériques avec des études sur le maintien de la cohérence géométrique du jumeau numérique tout au long du cycle de vie du système concerné par son jumeau. En conclusion, nous avons une expertise qui est issue de l'infrastructure européenne visionnaire. Nous avons 3 salles techniques. Nous développons nos propres solutions techniques avec 3 niveaux d'activité. Des activités d'adaptation des technologies, mais surtout d'intégration de périphériques existants. Des activités de gestion de monde virtuel pour des expertises ou pour de la collaboration. Et par-dessus tout, nous souhaitons être capables d'analyser les usages que l'on peut faire de ces différents équipements. Aujourd'hui, nous sommes à l'origine d'un nouvel équipement qui s'appelle l'EquipEx Plus Continuum, qui vient d'être labellisé par l'ANR, qui regroupera 25 plateformes nationales académiques, de façon à tester la continuité entre l'homme et la machine. Ce qui nous intéresse dans ce dispositif, c'est de continuer à travailler dans le cadre de l'industrie 4.0, autant pour la capacité de faire la réalité virtuelle et la réalité augmentée que le processus complet qui nous amène à l'environnement virtuel. On développe des outils pour l'industrie 4.0, mais aussi pour le domaine médical et pour le patrimoine historique, ce qui nous impose de travailler avec un grand nombre de compétences, en partenariat avec d'autres laboratoires éventuellement. Et ceci nous motive particulièrement parce que la réalité virtuelle et augmentée sont certainement les facteurs d'évolution fondamentaux pour le bureau d'études du futur. Bonjour Frédéric. Bonjour Bernard. Merci pour ta vidéo sur la réalité virtuelle et réalité augmentée. Du coup, j'ai quelques questions à propos de ces technologies. On a vu que c'était des technologies qui arrivaient à maturité dans un certain nombre de domaines, comme le jeu vidéo. Mais qu'en est-il en conception ? Comment se positionnent les concepteurs par rapport aux outils qu'ils utilisaient avant, comme les outils logiciels de CAO, et comment ils arrivent à passer sur des outils de réalité virtuelle et augmentée ? Il est clair qu'il y a une forte demande du monde industriel sur ces applications, pour des applications en bureau d'études ou autres. Il commence à y avoir de véritables pratiques pour des études en ergonomie, pour des études d'assemblage ou désassemblage de systèmes complexes. Ça fait gagner beaucoup d'argent quand on n'a pas besoin de faire des prototypes physiques, et c'est bien sur ce retour d'investissement qu'on a des chances effectivement de mobiliser les industriels. Voilà, et
On voit maintenant que beaucoup d'utilisateurs testent des produits en construction ou des produits-services en construction sur la base de prototypes physiques, hein, donc, pour avoir l'expérience utilisateur. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer que les outils de réalité virtuelle et augmentée puissent servir à ces utilisateurs pour tester les produits, non pas sur des prototypes physiques, mais dans un environnement virtuel? Et quels seraient les avantages de cela et les inconvénients potentiels? L'avantage évident, c'est effectivement de ne plus avoir à financer le développement de prototypes physiques. C'est un coût qui est important. La difficulté qu'il y a à faire ça, c'est d'obtenir des modèles et des simulations qui soient réalistes. Alors pour un certain nombre de tests, des simulations sont faciles, et il suffit de s'asseoir dans un véhicule virtuel pour vérifier qu'on attrape la commande une commande particulière. Une étude d'ergonomie est assez simple de ce type-là. Dès qu'on va rajouter des simulations complexes, y compris des simulations sonores, ça va demander encore beaucoup de travail pour avoir des simulations qui signifient quelque chose en temps réel. Alors, depuis la crise du Covid, là, on a beaucoup travaillé à distance, hein, on a fait énormément de réunions en visioconférence. En quoi les technologies de réalité virtuelle et réalité augmentée pourraient nous aider éventuellement à continuer ce travail à distance et à améliorer l'expérience? Il y a beaucoup d'applications aujourd'hui de la réalité augmentée pour être capable d'aider des personnes à distance dans leurs opérations quand ils ne sont pas spécialistes d'un certain nombre de machines pour faire de la maintenance. Le spécialiste peut les guider à distance. On peut imaginer évidemment un grand nombre de choses, en particulier immerger des personnes qui sont dans leur bureau en réalité virtuelle dans des espaces réels sans qu'ils aient à se déplacer. Ces technologies commencent à bien fonctionner, sont assez matures. On n'a pas de problème de débit réseau aujourd'hui ou de gros problèmes de latence, hormis entre différents continents. Si je pense entre l'Amérique du Sud et l'Europe, ça commence encore à être complexe sur ces connexions-là. Mais évidemment, on peut imaginer que ces solutions se déploient de plus en plus et conduisent de nouvelles formes de travail. Le plus compliqué sera de trouver les bonnes métaphores qui font que les personnes partagent et collaborent efficacement au travers de ces équipements. D'accord. Et puis j'ai une dernière question sur les équipements qui sont autour de ces technologies, hein. Il y a eu beaucoup de développement d'équipements dans le passé, avec des bras haptiques, avec des casques de réalité virtuelle, avec des caves maintenant. Mais est-ce qu'il y a encore des équipements qui sont en développement? Est-ce qu'il y a encore des recherches qui sont menées sur l'interaction entre ces différents équipements? Alors, ce qui est clair, c'est que sur tous les principes de visualisation, on n'invente plus grand-chose depuis plus d'un siècle. Et tous les principes étaient connus au début du XXe siècle. Donc il n'y a pas réellement d'innovation, si ce n'est des technologies qui les rendent de plus en plus matures. Par contre, ce n'est pas du tout le cas sur les méthodes d'interaction qui continuent à évoluer fortement. Et aujourd'hui, on peut jouer soit sur l'intégration des différents périphériques existants, soit sur l'amélioration de ces périphériques-là, pour arriver à avoir de nouveaux environnements. Et puis, il reste un certain nombre de débats importants sur une forme de guerre entre le cave et le casque de réalité virtuelle. On n'est pas encore capable de dire que le cave sera remplacé par le casque, ou réciproquement. Il y a encore un bon avenir pour toutes ces technologies, si on en trouve les bons usages. Eh bien, merci beaucoup, Frédéric. C'est avec plaisir. Bonjour, je suis Hugo Mascret, je suis le vice-président du Fab Lab. Alors le Fab Lab, qu'est-ce que c'est? C'est un lieu associatif où nous mettons à votre disposition des outils et des machines afin que vous puissiez réaliser vos projets ou vos idées. Du coup, qu'est-ce qu'on peut y trouver? Au sein du Fab Lab, vous trouverez des outils pour pouvoir bricoler ou même réparer tout un tas de choses. Nous avons de quoi scier, couper, percer, visser, j'en passe. Vous utilisez un peu d'électronique dans votre projet? Pas de souci, nous avons de l'équipement afin de souder par exemple.
Le Fab Lab est également équipé de 7 imprimantes 3D qui vous permettront de donner vie à vos pièces à l'aide d'un logiciel de CAO qui signifie conception assistée par ordinateur. Du coup, qui peut venir au sein du Fab Lab? Le Fab Lab est ouvert à tous les étudiants et personnels de Grenoble INP, de l'UGA mais aussi de SMART. Où est-ce qu'il est situé? Il est situé au sein de la plateforme GInnova, dans l'école de génie industriel, au 46 avenue Félix Vialet à Grenoble, tout proche de la gare. C'est une pièce vitrée, vous ne pouvez pas la rater. Du coup, au sein de notre Fab Lab, il y a deux statuts. D'un côté, les utilisateurs du Fab Lab, et de l'autre, les Fab Managers. Les Fab Managers, eux, permettent de faire vivre le Fab Lab, en l'ouvrant sur des créneaux horaires, en aidant les utilisateurs, et en veillant à ce qu'il n'y ait pas de blessures lors de l'utilisation du Fab Lab. Le Fab Lab est donc ouvert sur les créneaux ouverts par les Fab Managers, et nous essayons d'ouvrir le plus de créneaux possible. Le Fab Lab sera prochainement doté de nouveaux équipements, comme une découpeuse laser et d'un point de récolte des chutes ABS pour recyclage pour pouvoir créer plus librement dans le respect de l'environnement. Toute l'équipe est impatiente de vous recevoir pour vous aider à réaliser vos projets et vos idées. À très bientôt.